Nouvelle session d'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, le président Romuald Wadani a réuni ce vendredi ses 12 ministres conseillers au palais de la Marina. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a rappelé ses exigences et ses attentes, insistant sur la rigueur, l'engagement et le sens du service au profit du Bénin et des Béninois. C'est parti pour le mondial, pour son entrée en lice dans cette compétition co-organisée en Amérique du Nord. Le Mexique s'est imposé au thème de match électrique face à l'Afrique du Sud. Une rencontre sous haute tension, marquée par 3 expulsions. Retour sur la rencontre dans quelques instants. Et puis, le Nigeria annonce avoir neutralisé plus de 13 000 terroristes au cours de l'année écoulée. Une déclaration faite par le président Bola Tinubu qui précise également que les violences liées à l'insurrection djihadiste auraient reculé de 81% depuis son accession au pouvoir en 2023. Après sa prise de fonction et la formation de son gouvernement, le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, a procédé à la nomination de 12 ministres conseillers pour l'accompagner dans l'exercice de son mandat. Ce vendredi, au palais de la Marina, le chef de l'État a tenu une rencontre avec ses membres de son équipe, suivie d'échanges autour des priorités de l'action gouvernementale. Dans un message publié sur sa page Facebook, Romuald Wadani indique avoir rappelé une exigence fondamentale à ses collaborateurs. Plus de détails dans ce récit. Moins d'une semaine après la nomination des ministres conseillers intervenue le 5 juin dernier, le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, a franchi une nouvelle étape dans la mise en place de son dispositif présidentiel. Ce vendredi 12 juin 2026, il a présidé sa première réunion de travail avec les ministres conseillers. À cette occasion, il a fixé le cap de la mission qui leur est assignée. Servir exclusivement les intérêts du Bénin et de ses citoyens. Dans une déclaration empreinte de fermeté et de responsabilité sur ses canaux digitaux, le chef de l'État a rappelé une exigence fondamentale. Nous ne sommes ici que pour servir le Bénin et les Béninois. Il a insisté sur la nécessité d'une parfaite cohérence entre les paroles et les actes, soulignant que l'action publique doit se traduire par des résultats concrets et perceptibles par les populations. Romuald Wadani a également mis l'accent sur l'attention particulière à accorder aux plus vulnérables. Selon lui, l'efficacité des politiques publiques se mesure à leur capacité à améliorer les conditions de vie des couches les plus fragiles de la société. Dans cette dynamique, il a exhorté les ministres conseillers à expliquer avec pédagogie les actions engagées par le gouvernement afin de renforcer la compréhension et la confiance des citoyens. La campagne est désormais derrière nous. Aujourd'hui, seul le Bénin compte, a-t-il martelé, invitant ses collaborateurs à dépasser les considérations partisanes pour se concentrer sur l'intérêt général. Il a rappelé que la confiance du peuple constitue une responsabilité majeure et que le pouvoir exercé par les dirigeants est une délégation de la nation qui impose rigueur, intégrité et exemplarité. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur le fait que les ministres conseillers ne sont pas appelés à représenter une région ou une communauté particulière, mais à œuvrer pour l'ensemble du peuple béninois dans un esprit d'unité nationale. En conclusion, le président a réaffirmé la ligne directrice de son mandat, le Bénin d'abord, toujours. Un message fort qui place l'intérêt national au cœur de l'action gouvernementale et rappelle les exigences d'engagement et de responsabilité attendues de l'ensemble des collaborateurs du président Romuald Wadani. Le gouvernement béninois a décidé de mettre en place des subventions ciblées en faveur des agriculteurs pour plusieurs filières au titre de la campagne 2026-2027. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur cette mesure lors d'une communication sur les réseaux sociaux. Voici un extrait de ses propos. Alors, je comprends l'idée qu'est de challenger les agriculteurs, c'est-à-dire de les pousser à travailler
ils veulent vraiment avoir une récompense. Mais ça veut dire alors que si ils n'arrivent pas à atteindre les quotas, c'est qu'ils n'auront pas les 10 francs par kilogramme. Donc, est-ce que vous mettez toute cette décision, cette mesure-là dans la classe de mesures sociales? Vu que c'est conditionné. Tout à fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les seuils qui sont indiqués ne sont pas des seuils infranchissables. Vous voyez, nous avons déjà, par exemple, en ce qui concerne le coton, nous avons déjà connu au Bénin des productions de plus de 700 000 tonnes en certaines campagnes agricoles. Plus de 700 000 tonnes. Aujourd'hui, nous disons, à partir de 700 000 tonnes, le surplus vous fera bénéficier de 10 francs par kilogramme supplémentaire. Donc oui, c'est du social parce que si on a fait 740, 780 000 tonnes avant, aujourd'hui, si on refait 740, 750 000 tonnes, 780, 800 000 tonnes, tout ce qui est au-dessus des 700 000 tonnes vous donne droit à 10 francs supplémentaires par kilogramme. En ce qui concerne les autres spéculations, le soja, le riz, l'anacade, notez que nous avons visé les quantités livrées aux usines de transformation. Toutes ces quantités-là sont inférieures aux quantités produites chaque campagne agricole dans notre pays. L'anacade, nous avons dit, est 200 000 tonnes. Ça, c'est les capacités de transformation installées dans le pays, alors qu'aujourd'hui, en matière de cajou, je crois que nous sommes déjà autour des 400 000 tonnes, voire plus. Lorsque vous prenez le soja, nous avons indiqué 450 000 tonnes pour les capacités de transformation installées, alors que production de soja, nous sommes déjà au-delà de 600 000 tonnes. Et quand vous prenez le riz, nous avons mis 350 000 tonnes à livrer à nos rizeries, sachant que là aussi, nous sommes au-delà des 500 000 tonnes déjà de riz. Donc, la production nationale en elle-même dépasse largement ce qui doit être livré aux usines. Là, vous allez noter qu'il y a une certaine cohérence. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on produise davantage, mais aussi qu'on en transforme davantage. Et donc, donner aux usines, vendez aux usines ce qu'il leur faut pour transformer sur place, pour que des dizaines de milliers de nos enfants aient de l'emploi, comme aujourd'hui à Glodjigbe, plus de 30 000 jeunes. Si les usines qui sont à Glodjigbe n'ont pas de matières premières, elles vont fermer. Et si elles ferment, les plus de 30 000 jeunes qui y sont aujourd'hui vont retourner à la maison ou dans la rue. C'est pas ce que nous souhaitons. Donc, nous encourageons nos agriculteurs à livrer ces usines. Et nous disons, là par contre, une fois que vous avez livré les quantités de transformation installées, vous bénéficiez de la prime de 10 francs par kilogramme livré aux usines locales. Ça veut dire que si on a produit 400 000 tonnes d'anacade et que vous avez livré globalement les 200 000 tonnes aux usines, sur les 200 000 tonnes là, vous avez vos 10 francs par kilogramme livrés. Si vous prenez le soja et qu'on a fait 700 000 tonnes de production nationale, si les usines ont eu les 450 000 tonnes de capacité de transformation installées, donc pour les 450 000 tonnes, vous faites fois 1000 pour voir le nombre de kilos, vous avez 10 francs par kilogramme livré aux usines. Là, ce n'est même pas conditionné à la production, c'est juste conditionné à ce que les usines aient de la matière pour tourner. Donc, si, pour être plus concret encore, si la noix de soja ou le kilogramme de soja est vendu 200 francs à l'usine, vous avez déjà vos 200 francs si vous avez livré 1 kilo. Si vous avez livré 1 tonne, vous avez vos 200 francs fois 1000. Maintenant, si les usines ont atteint leur niveau de transformation, vous avez, si vous seul vous avez livré 50 tonnes, donc sur les 50 tonnes, vous avez encore, en plus de ce qu'on vous a déjà payé, vous avez maintenant 10 francs par kilogramme, donc 10 francs fois 1000 fois 50. C'est ça qui vous revient en plus. Et donc, vous voyez très bien que c'est éminemment social comme mesure. On encourage la production, on encourage à ce que les usines aient de la matière pour fonctionner, que nos enfants y travaillent et on apporte des revenus supplémentaires à nos producteurs. Place au sport à présent. La Coupe du Monde 2026 a été lancée ce jeudi.
Un rendez-vous planétaire qui rassemble des nations du monde entier autour d'un seul objectif, soulever le trophée. La rencontre inaugurale s'est disputée dans le mythique stade Azteca de Mexico et pour la première fois de son histoire, après cette tentative manquée, la sélection mexicaine a enfin réussi à s'imposer lors d'un match d'ouverture de Coupe du Monde face au Bafana Bafana. Retour sur cette rencontre dans ce récit. La Coupe du Monde 2026 a débuté avec 2 matchs divertissants et riches en rebondissements. Après une cérémonie d'ouverture marquée par la prestation des artistes internationaux, le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico s'est terminé sur le score de 2-0. En faveur de l'équipe locale. C'est la première fois depuis 1930 et cette édition précédente que le Mexique remporte le match d'ouverture du tournoi. Ce match a également établi un record. Il s'agit de la première fois qu'un match d'ouverture de Coupe du Monde compte 3 cartons rouges. L'Afrique du Sud devenant par ailleurs la première équipe depuis 2006 à en recevoir 2 lors d'une rencontre de Coupe du Monde. 4 heures plus tard, la Corée du Sud a remonté son retard pour battre la République tchèque. Ce match s'est terminé sur un score de 2-1 à Guadalajara, dans le même groupe que le Mexique et l'Afrique du Sud. Cependant, alors que le match d'ouverture avait rassemblé plus de 80 000 spectateurs qui avaient rempli tout le stade, le deuxième match aurait attiré 46 000 spectateurs avec de nombreux sièges vides, ce qui a déjà donné une mauvaise image du tournoi après la polémique sur les billets hors de prix qui ont exclu les fans et les familles. Au deuxième jour, la Coupe du Monde célébrera sa deuxième cérémonie d'ouverture, suivie d'une rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Le samedi 13 juin, les États-Unis feront le début contre le Paraguay. Plus de 13 000 terroristes auraient été neutralisés au cours de l'année écoulée, a affirmé le président Bola Tinubu lors d'un discours public. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, fait toujours face à une insurrection djihadiste persistante dans le nord du territoire. La situation sécuritaire reste marquée par des attaques récurrentes, aggravées par les incursions de groupes armés venus du Sahel ainsi que l'activité de réseaux criminels et de mercenaires suivants. Au Nigeria, 13 000 terroristes auraient été tués au cours de l'année écoulée. C'est ce qu'a fait savoir le président Bola Tinubu lors d'un discours. Selon le chef de l'État, le nombre de morts causés par l'insurrection djihadiste dans le pays est en baisse de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Over 13,000 terrorists. Plus de 13 000 terroristes ont été neutralisés au cours de l'année écoulée, mais nous laissons également la porte ouverte pour ceux qui souhaitent se rendre. Plus de 124 000 combattants et leurs familles ont déposé les armes depuis 2023. Grâce à l'opération Safe Corridor, nous avons transformé nos anciens ennemis en citoyens, car chaque vie sauvée est une victoire pour la démocratie. We turn our former enemies into citizens because every life saved. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, lutte contre une insurrection djihadiste de longue durée, notamment dans ses régions du nord. Depuis 2009 et le début de ces violences, de nombreux groupes armés sèment la terreur. Ils ont causé la mort de dizaines de milliers de personnes et fait des millions de déplacés. La crise a également été aggravée par de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans certaines parties des régions du nord-est et du centre. Pendant ce temps, l'agitation sécessionniste gronde dans le sud-est et les enlèvements contre rançon sévissent dans les régions du nord-est et du centre du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.